Le 4 quarts politique de la semaine avec cette semaine comme intervenant Richard Licia, Dominique Régnier et Christophe Barbier. Christophe Barbier, on va évoquer maintenant longuement votre livre, on a le temps, qui s'appelle « Les tyrannies de l'épidémie ». On va voir ce qu'il y a derrière ce titre, mais auparavant, j'aimerais reprendre cette citation que vous faites de Révolution, le livre de campagne du président Macron, publié en novembre 2016, et le candidat Macron dit le rôle premier de l'État, c'est de protéger la liberté de chacun face à la peur. Alors il faut dire que c'était un propos tenu avant l'invasion du virus. Est-ce que la promesse est tenue? Est-ce que le président nous protège contre ce coronavirus? Il nous protège, mais il ne protège pas nos libertés. Au contraire, le président nous a demandé, et nous avons accepté, sans aucune contestation ni discussion, nous avons accepté de rogner nos libertés au nom de notre sécurité sanitaire. D'abord, de manière assez incontestable, devant l'urgence de la première vague, on n'avait pas de masque, pas de test, c'était un virus inconnu, on avait tous peur de l'attraper ou de voir nos proches en mourir. Donc cette peur-là, le gouvernement n'en a pas protégé les Français, il en a un peu profité pour nous demander de restreindre nos libertés. Honnêtement, on devait le faire. Montesquieu lui-même dit on peut voiler pour un temps les libertés comme les Romains voilaient les statues des dieux. Le problème, c'est que ça dure et qu'il faut désormais s'interroger sur ce pouvoir qui nous empêche de circuler, de sortir le soir, d'aller dans les restaurants, de manifester au nom de notre bien, de notre protection. Donc ça se discute. Il ne s'agit pas de descendre dans la rue sans masque et de contaminer les autres dans une espèce de révolte un peu stupide. Mais il s'agit de remettre la démocratie et le dialogue sur les libertés à leur juste place. Je pense qu'on est arrivé à ce moment-là où il faut rappeler à Emmanuel Macron cette phrase de la fin 2016 et lui demander de la remettre au goût du jour de 2021 parce qu'on va vivre longtemps avec le virus, lui-même l'a reconnu. Alors, vous avez placé en exergue, non pas Montesquieu, mais Étienne de la Boétie, et vous avez le sentiment que on s'est laissé aller à une servitude volontaire. C'était le titre du livre de la Boétie. En même temps que vous expliquez que cette tyrannie, c'est nous-mêmes qui l'imposons à nous-mêmes. Vous dites, nous sacrifions nos libertés à notre santé, nous sommes à la fois le Dieu, le sacrificateur et la victime. Oui, c'est en rapport avec Édipe, roi, qui se passe aussi dans une phase épidémique, puisque si Édipe enquête sur son passé et découvre qu'il a tué son père et couché avec sa mère, c'est parce qu'il y a la peste à Thèbes et qu'on lui demande, pour éloigner ce fléau, de faire la lumière sur l'assassinat du roi de Thèbes qui le précédait. Or, il se trouve que cette affaire de peste, c'est Sophocle qui l'a rajoutée. Elle n'était pas dans le mythe originel. Et Sophocle l'a rajoutée parce qu'il y avait une épidémie à Athènes à ce moment-là, le fameux typhus qu'on appelle la peste d'Athènes, qui avait tué Périclès. Donc on voit bien que depuis l'Antiquité, politique, comportement des citoyens, rapport avec les dieux, rapport avec la mort et épidémie, c'est tout à fait lié. En effet, nous sommes dans de la servitude volontaire. On n'a vu aucun soldat dans les rues avec des mitraillettes pour nous obliger à rentrer chez nous. Personne n'a été fusillé la nuit parce qu'il violait le couvre-feu. Nous avons de nous-mêmes accepté les attestations, les horaires pour sortir, pour rentrer. Ah oui, on a tous un petit peu triché, évidemment. Le 18h10 pour rentrer, tout le monde l'a pratiqué. Et même certains jeunes font des rêves parties. Bon, c'est quand même loin de la résistance et de la rébellion. Donc nous avons été plus que disciplinés, nous avons été volontaires, plus que volontaires. Nous avons été parfois demandeurs. Regardez les sondages. Les gens disent oui, il faut un confinement serré à plus de 50%. Oui, il faut interdire les liaisons entre les départements. Maintenant, quand même. Un peu moins maintenant, ça baisse. C'était 80% il y a 6 mois. Ça reste majoritaire. Et surtout, les gens exigent des mesures collectives. Et quand on leur dit, très bien, on va commencer chez vous, là, ils sont moins contents. Donc on est dans ce paradoxe français, pas dans mon jardin. Et ils veulent que la dureté soit collective, mais pas pour eux. Alors, on ne s'étonnera pas effectivement que vous vous référiez souvent au théâtre. Il y a Sophocle, mais il y a aussi Ionesco, il y a aussi Albert Camus, La peste, mais aussi l'état de siège. Le théâtre a pressenti, dites-vous, cet état de siège où on interdit de sortir, on interdit de se cultiver, on interdit de se divertir.
et on impose effectivement des attestations de sortie. Un certificat, nous pouvons nous passer de pain, de femme, de tout. Un certificat en bonne et due forme, voilà ce dont on ne saurait se passer. C'est Albert Camus qui dit cela dans sa pièce L'état de siège qui se passe à Séville pendant une épidémie de peste. Oui, le théâtre a tout dit et a tout vu. D'ailleurs, l'origine de ce livre, ce sont les chroniques que j'ai réalisées pour Radio J pendant le premier confinement, puisqu'il n'y avait plus de spectacle à critiquer. La chronique théâtre est devenue une exploration du thème à la épidémique. demande de notre ami Alexis Lacroix. Et en réalisation avec Nellou, on a réalisé cela et on s'est rendu compte que dans le panthéon des pièces de théâtre, un nombre incroyable de chefs-d'œuvre font intervenir l'épidémie, soit comme sujet principal, soit comme adjuvant, qui relance les coups de théâtre et qui relance l'intrigue. Même Roméo et Juliette, c'est une histoire de peste. Parce que c'est parce qu'il y a la peste en Italie qu'on ne peut pas prévenir Roméo que Juliette a pris un somnifère. L'émissaire est arrêté et il est confiné. Et donc Roméo ignore que cette Juliette morte, en fait, n'est qu'endormie et il se suicide. Vous voyez, sans la peste, pas de tragédie de Roméo et Juliette. Le théâtre a tout vu, et notamment, il a vu qu'il y avait une articulation du discours des politiques, avec la fin des libertés, des fonctionnaires et de l'administration, avec l'organisation de ces restrictions, et de la servitude volontaire des citoyens, plutôt vivre enfermés que de mourir d'un virus. Et donc ce triptyque a été vu de Sophocle jusqu'à Camus et Ionesco, évidemment, avec Jeu de massacre. J'ai même retrouvé une pièce d'un auteur tchèque, Karel Čapek, qui a inventé le terme robot. Un robot, ça vient de robota, le terme tchèque pour travailler, et dont le frère est mort en déportation, parce qu'il travaillait avec son frère, et Karel Čapek, qui lui est mort juste avant l'invasion de la République tchèque par les nazis. Karel Čapek avait écrit une pièce, La maladie blanche, qui raconte l'histoire d'un virus venu de Pékin qui ne tue que les plus de 50 ans. Avec plus de 70 ans d'avance, il avait vu le coronavirus. Alors pour vous, Christophe Barbier, les mesures d'urgence, toutes ces mesures exceptionnelles qui ont été adoptées par l'exécutif étaient certes légitimes dans le premier confinement, parce qu'elles étaient justement à durée indéterminée. À partir du moment où on entre dans le deuxième confinement, ça l'était moins parce que la durée était indéterminée. Vous craignez quoi? Vous craignez qu'on entre dans une habitude? Vous pensez qu'il n'y aura pas de retour en arrière? Je pense que le retour en arrière sera compliqué. Un exemple tout simple. On nous oblige à porter un masque dans la rue, dans les transports en commun, pour éviter la transmission de la Covid. Oui, mais avant le coronavirus, une grippe classique faisait chaque année entre 6 000 et 15 000 morts pour les pires années. Ne serait-on pas légitime, du côté du ministère de la Santé, à nous dire chaque mois d'octobre, attention, la grippe classique arrive, masque obligatoire à partir de demain dans les transports en commun, ou dans la rue, ou dans les commerces. Finalement, ça serait une prophylaxie acceptable. Ça sauverait peut-être 4, 5, 10 000 vies. Regardez, cette année, il n'y a pas de grippe. Comme on a tous un masque à cause de la Covid, eh bien, on n'a pas de grippe. Donc, pourquoi ne pas nous installer dans une forme de petite coercition à but prophylactique? Honnêtement, moi, j'aurais du mal à argumenter contre l'obligation du masque tous les automnes pour éviter la grippe, la gastro-entérite ou la bronchiolite des petits. Ça sauverait des vies. Et de ces exemples-là, on peut en trouver foison. Pourquoi ne pas demain reconnaître que des activités sans masque, une salle de sport, un restaurant, eh bien, exigent un certificat de vaccination pour entrer? On va peut-être le faire, ce certificat, moi je le souhaite, pour rouvrir les restaurants. On va avoir bientôt quelques millions de vaccinés. Rouvrons les restaurants pour que les milliers de vaccinés qui seront disponibles, les millions de vaccinés, fassent revivre les restaurants. Mais si on le fait comme ça, c'est vrai que dans un an, s'il y a un nouveau coronavirus arrive, ou s'il y a une épidémie de je ne sais quoi, on pourra nous dire « Ah, seuls les vaccinés pourront avoir accès à telle ou telle activité ». Donc, de ces interdits, il ne faut pas balayer la table comme s'ils n'étaient pas intéressants. Il faut débattre. Il faut débattre, et les lieux de débat se sont restreints. Regardez le Parlement, il ne décide plus rien, on est en état d'urgence, tout se fait au gouvernement par exécutif et par ordonnance. Quel gouvernement? Le Conseil des ministres? Non. Le Conseil de défense? Ah bon? Le Conseil de défense est-il une instance suffisamment ouverte et démocratique, constitutionnelle? C'est dans la Constitution, le Conseil de défense. Macron n'est pas un dictateur, mais il resserre au maximum les liens, les leviers, les câbles du pouvoir. Il faut que nous soyons vigilants là-dessus.
Alors, vous avez oublié le Parlement aussi. Le Oui. Parlement devrait Parlement, être plus présent bien qu'il sûr, ne l'est. le Parlement a voté l'état d'urgence, il s'est donc dessaisi, il a fait une mission d'information qui s'est dissoute après ses premiers travaux. Le Parlement a du mal à revenir dans le balai des décisions. Par ailleurs, le Parlement est dénigré dans l'opinion, on déteste la démocratie représentative, on dénigre les parlementaires, et deuxièmement, le Parlement n'arrive pas à s'arracher au jeu politicien. La droite, quand elle a pu un soir avoir la majorité, parce qu'il y avait eu un problème d'absentéisme à la République En Marche, qu'a-t-elle fait fin novembre? Elle a voté une réduction de l'état d'urgence à la mi-décembre. Ah ben on aurait été beau à ne plus avoir d'état d'urgence alors que la deuxième vague était là et qu'il fallait organiser les vacances de Noël. Donc vous voyez, le Parlement n'étant pas exemplaire, on se dit que finalement, donner tous les pouvoirs à l'exécutif, au moins c'est gage d'efficacité et on en manque. Par contre, à mon avis, avec raison, vous vous en prenez à la judiciarisation de la société et vous dites le politique a 100 boulets aux pieds et 1000 pistolets braqués sur la tempe. Vous condamnez cette judiciarisation excessive. Bien sûr, et les citoyens doivent réfléchir à ce qu'ils font. Ils se croient puissants quand ils peuvent porter plainte contre un ministre et l'envoyer en cour de justice de la République. Et on perçoit cela comme un progrès de la démocratie, qui n'est pas d'immunité pour le gouvernement. Très bien, mais réfléchissons. Quand Olivier Véran a été perquisitionné là dans l'enquête qui est en cours, parce que la avec CGI son téléphone personnel saisi. Est-ce que vous en croyez pleine épidémie. En pleine épidémie. Est-ce que vous croyez que l'après-midi, quand tu dois prendre une décision, ça ne le marque pas, ça ne le traumatise pas? Bien entendu, il se dit, oulala, je vais faire très attention parce que ce que je fais ou ce que je ne fais pas peut se retourner contre moi. Le jour où Édouard Philippe a quitté Matignon, le jour même, la Cour de justice de la République a validé 7 ou 8 plaintes sur les 70 ou 80 qui avaient été déposées. C'est dire que le pouvoir aujourd'hui ne pense qu'à une chose. Ce que je fais ou ce que je ne fais pas peut m'envoyer devant les tribunaux. C'est le syndrome de l'affaire du sang contaminé. Résultat, le gouvernement nous dit « Ah, je ne ferai rien sans l'avis des médecins ». Mais l'avis n'est pas le bon terme. En fait, c'est « je ne ferai rien sans l'aval des médecins ». Parce que la loi est claire, c'est la loi Fauchon de l'an 2000. Si un politique est renvoyé devant les tribunaux, il pourra très bien se défendre en disant « Regardez, quand j'ai pris cette décision, ou quand j'ai refusé de la prendre, l'état des connaissances était celui-ci. Et c'est selon l'état des connaissances que j'ai décidé oui ou non. » Et donc, le fait d'avoir un communiqué du Conseil scientifique, un communiqué de la Haute Autorité de Santé, un communiqué de l'OMS, ça permet aux politiques de préparer sa défense quand il sera devant un tribunal. Donc aujourd'hui, la décision politique, elle est d'abord une décision d'auto-vaccination judiciaire. Nous sommes rentrés dans une époque où les politiques ne veulent plus prendre aucun risque parce que les citoyens les attendent au pied du prétoire, au pied du box des accusés. Et donc, ne prenant aucun risque, les politiques n'ont pas d'audace, et n'ayant pas d'audace, ils nous empêchent de bien défendre notre pays. Alors, on va revenir sur la vaccination, mais je ne résiste pas au plaisir de citer ce mot que vous reprenez de Malhuret, qui est sénateur. Claude Malhuret, sénateur centriste, et dans un discours, il rend un hommage un peu plein d'humour à l'Allemagne, dont l'organisation a bloqué la première vague de l'épidémie. C'est un peu irritant, ces Allemands qui savent toujours où sont rangées les affaires. Alors, mais enfin bon, ça a bloqué la première épidémie. Aujourd'hui, ils sont on à la n'est même pas plus enseigne. avancé. Exactement. Hein. Et de même pour le Portugal, qui était passé à côté de la première vague et qui sont maintenant ravagés par la deuxième ou la troisième vague. On voit bien que dans cette affaire de lutte contre l'épidémie, il ne s'agit pas seulement d'être bien organisé, d'être bien décentralisé, d'avoir les choses bien rangées et des lits de réanimation en nombre suffisant. Il s'agit aussi de chance ou de malchance. Ça nous rend humbles, nous tous, face à une épidémie. On voit la première puissance du monde, les États-Unis, à genoux à cause d'un virus. Alors que d'autres pays qui ont un PIB quasi nul, au fin fond de l'Afrique, eux sont passés à côté. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il faut être humble, il y a une part de fatalité et nous devons renouer avec Nietzsche qui disait il faut avoir l'amor fati, il faut aimer son destin. Et bien ce fatum, cette fatalité, nous ne devons pas pester contre elle, le mot pester est à double sens, nous devons nous incliner contre cette fatalité, nous incliner face à elle parce que la nature humaine est vraiment très faible. Alors, sur la vaccination, néanmoins, vous dites, c'est vous-même qui le dites, il est néanmoins indispensable de considérer la vaccination non
comme le dernier acte de l'épidémie, mais comme le premier pas dans l'après-épidémie. Qu'est-ce qui a empêché de faire... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en scène cette vaccination? On l'a commencé un peu en catimini, et ça continue d'une certaine manière. On ne l'a pas mise en avant. Bien sûr, c'est la soumission du politique au courant de l'opinion et au risque zéro. Parce qu'il y avait des vaccinosceptiques dans notre pays, en grand nombre, le gouvernement s'est dit, oulala, on va y aller doucement sur la vaccination pour ne pas leur donner d'arguments, pour prendre en compte ces vaccinosceptiques, pour les caresser dans le sens du poil. Résultat, ils ont ricané, ils ont dit, vous voyez, c'est bien la preuve que le vaccin est dangereux, puisque le gouvernement lui-même, il va comme sur des œufs. C'était contre-productif. Et nous avons eu le syndrome victimaire. Emmanuel Macron a dit, oui, la France a un peu le syndrome victimaire, tout pour les victimes, il ne faut écouter que les victimes, c'est pas bien. Et en même temps, il nous dit on va commencer par vacciner les plus âgés dans les EHPAD et les plus fragiles. C'est très bien, on ne peut qu'approuver de vacciner les plus fragiles, c'est un principe d'humanité. Mais ça veut dire qu'on considère le vaccin comme la fin de l'épidémie. Et comme il s'agit d'accélérer la fin de l'épidémie, on vaccine les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui, s'ils l'attrapent, risquent de mourir 5 minutes avant la fin. Ça serait dommage. Vaccinons les plus fragiles. C'est un raisonnement que je respecte. Mais réfléchissons. Si on prend le vaccin comme le premier pas de la reconstruction économique et de l'après-épidémie, il fallait vacciner les actifs, les jeunes, pour qu'ils puissent retourner faire des études, retourner au boulot, sans s'exposer aux risques. Il fallait rendre ses muscles à ce pays pour commencer à reconstruire l'épidémie. Nous n'avons pas fait ce choix. Alors encore une fois, je ne conteste pas. Il ne s'agissait pas de laisser les personnes âgées exposées pendant de longs mois encore à un risque mortel. Mais nous sommes à un état de maturation humaniste de notre pays qui fait que nous ne sommes plus capables de prendre les décisions qui font de nous un grand pays conquérant. Nous prenons les décisions qui font de nous un pays empathique, mais un peu replié sur lui-même et qui court moins vite que les autres. Nous devons l'assumer et compenser cet handicap humaniste, parce que c'est un handicap, par d'autres vigueurs et d'autres actions offensives. C'est pourquoi je voudrais que les vaccinés d'aujourd'hui soient pris en compte comme la première armée disponible pour reconstruire l'économie. Donnons un passeport vaccinal aux vaccinés et demandons-leur de retourner dans les restaurants pour les faire revivre, de retourner au théâtre et dans les musées pour les faire revivre, d'être l'avant-garde de la population qui relancera l'économie française. Pour ça que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement pousse des cris quand on lui parle de passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, c'est pas pour jeter l'opprobre sur ceux qui ne sont pas vaccinés, pour donner l'impression que c'est des sous-citoyens. Mais non, on sera tous vaccinés à un moment donné. Le passeport vaccinal, c'est permis. Oui, je pense qu'il restera une minorité d'abord de gens qui ne peuvent pas parce qu'ils ont des raisons médicales de ne pas être vaccinés, et puis de vaccinosceptiques indécrottables que nous tolérerons et que nous protégerons malgré eux, parce que si nous sommes à 95% vaccinés, les vaccinosceptiques, eux, n'attraperont plus la maladie grâce à nous. Ce sont de mauvais citoyens, mais on les tolérera parce que nous sommes une grande entité nationale. Alors j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais je remonte aux toutes premières pages du livre. Le livre s'ouvre sur une scène bouleversante qui est racontée par une infirmière. Voilà, c'est une personne hospitalisée au premier jour du virus et qui dit « C'est donc ça ma mort, seul à l'hôpital, sans mes enfants autour de moi et 3 personnes à mon enterrement. Je lui ai promis, dit l'infirmière, de tout faire pour qu'il ouvre les yeux de nouveau. Il est décédé ce soir à 19h50. » Est-ce qu'on n'a pas tous découvert aussi le tragique, bien sûr, avec le deuil, la mort, le tragique? C'est une anecdote éloquente à double titre. D'abord parce qu'elle est bouleversante et qu'elle nous signale en effet le retour du tragique, c'est-à-dire de la mort incompréhensible, injuste et inexplicable, avec une sorte de double peine. Non seulement je meurs, mais en plus je ne peux pas dire adieu à mes proches. Ils ne pourront pas s'incliner devant mon corps. Nous avons abandonné les mourants à la mort et les morts sans sépulture. Et ça, c'est vraiment très tragique et très emblématique de cette nouvelle phase. Et puis cette anecdote qui est aussi doublement éloquente parce qu'elle est sans doute fausse. Il y a eu une enquête sur ce récit. Je le dis quelques pages plus loin. L'infirmière s'est un peu embrouillée dans ses explications. Les autorités de santé ont dit on ne retrouve pas la trace de ce malade tel qu'il est décrit, son âge, ses conditions dans les hôpitaux. C'était probablement quelque chose qu'elle avait imaginé ou extrapolé. Alors elle a dit non mais il est mort d'autre chose, mais c'était quand même la Covid. Enfin bref, elle s'est un peu embrouillée. Ça dit long aussi de cette époque que nous traversons, où le faux se mélange au vrai, où chacun a envie de raconter son histoire dans l'histoire, où il faut se méfier de toutes les informations.
manipulation, où un médecin apparemment diplômé et respecté peut s'avérer le pire des charlatans, et on a eu quelques exemples un peu de délire de ce genre, où des invisibles deviennent des héros. Qu'est-ce que c'est qu'une épidémie? C'est quelque chose qui renverse toutes les valeurs. Le vrai, le faux, le puissant, le faible, le riche, le pauvre. Toutes les valeurs sont renversées. Et repensez à la peste de 1348, qui a ravagé quand même l'Europe en tuant un Européen sur 3. Ça nous a donné un chef-d'œuvre de la littérature, qui est le Décaméron. Une dizaine de jeunes gens de la banlieue de Florence se mettent dans une maison de campagne pour fuir la ville où il y a la peste. Et tous les soirs, ils racontent des histoires. Ça donne le Décaméron. Et qu'est-ce que le Décaméron? C'est un ouvrage de la transgression, puisque c'est un ouvrage très érotique, c'est un ouvrage sur la liberté de mœurs, la liberté sexuelle, c'est un ouvrage à la fois scandaleux et chef-d'œuvre. C'est ça l'épidémie. L'épidémie, c'est comme le carnaval, ça renverse les valeurs, sauf qu'à la fin du carnaval, eh bien, quand on a bien bu et bien dessoulé, on reprend sa vie normale. L'épidémie, ça nous envoie à Patresse. On enlève les masques après les avoir portés. Et là, nous, on enlèvera les masques quand le grand carnaval tragique de l'épidémie sera terminé, mais c'est pas un carnaval, c'est pour de vrai, comme disent les enfants. Mais on a l'impression quand même que c'est le retour du tragique, c'est vrai, et c'est le retour aussi, à vous lire, de la tyrannie, et qui a pour vous qui peut durer, bien sûr, qui peut être un phénomène à sens unique. Bien sûr, mais ça a été d'ailleurs théorisé par des gens tout à fait éminents, le philosophe italien Agamben, qui a beaucoup réfléchi sur l'état d'exception et qui dit l'état d'exception, ça va être l'état naturel de la société. Bien sûr, parce que pourquoi refuser des protections qui ont marché? Pourquoi revenir en arrière? Et Agamben montre bien comment le culte de ce qu'il appelle la vie nue, c'est-à-dire survivre à tout prix, nous amène à accepter toutes les restrictions possibles en croyant que c'est pour notre bien. Expliquons bien aux auditeurs pourquoi c'est tyrannie et pas dictature. Le tyran chez les Grecs, c'est le dictateur qu'on se choisit. C'est le peuple qui dit, voilà, tu as tous les pouvoirs, on te les donne, on te respecte et on t'obéira. Pour notre confort, c'est plus simple de t'obéir. C'est pas le Basileus qui est le roi héréditaire qu'on n'a pas choisi, qui est le fils de son père. Non, non, c'est le tyran. On l'a choisi, c'est le meilleur, on lui donne tous les pouvoirs. Et c'est un peu ce que nous faisons. Nous faisons cela avec Macron, à titre provisoire sans doute, mais nous faisons cela aussi avec le médecin. Le médecin devient notre tyran intime qui nous dit « confinez-vous ». Confinement serré, papier mamie dans la cuisine, ne parlez plus dans les transports en commun. L'Académie de médecine a osé publier un texte. Ne parlez plus dans les transports en commun. C'est donc bien une tyrannie. Mais encore une fois, c'est une tyrannie puisque c'est pour notre bien. Si c'était pour notre mal, nous empêcher d'exprimer des critiques contre le gouvernement qu'on nous fait taire dans les métros, ça serait une dictature. Mais comme c'est pour notre bien, ne parlez plus, vous protégerez votre voisin et vous vous protégerez vous-même, on l'accepte. Est-ce qu'on a bien réfléchi à tout cela? Il faut se méfier de cette installation confortable dans les douceurs de la tyrannie. Mais rassurez-nous, pour vous, cette tyrannie a une fin. Il y aura un moment où on enlèvera les masques. Déjà, ça bouge. On retrouvera les gestes d'antan. Déjà, ça bouge, puisque les idées que je développe dans ce livre, quand je commençais à en parler au mois de mars-avril, et mieux que moi, quand André Comte-Sponville en parlait, il était lapidé sur place. On était, mais vraiment, stigmatisés. On n'avait pas le droit de dire ça. On était des tueurs de vieux si on mettait en réserve contre le confinement. Aujourd'hui, on peut le dire. Le débat est ouvert. Ça ne veut pas dire qu'on a raison sur tout, mais au moins c'est dans le débat public. Donc oui, je suis optimiste. On en finira avec l'épidémie. On retrouvera la joie des restaurants et surtout la joie d'aller au théâtre. Et on réfléchira collectivement sur ce que nous avons accepté comme sacrifice et comment il ne faut pas forcément les accepter de nouveau dès qu'un autre virus se présentera à l'horizon. Et on vous retrouvera en Léon Blum très, très, très bientôt. J'espère que Blum Mandel, notre dialogue avec Emmanuel de Chartres, pourra reprendre au Théâtre du Petit Montparnasse le plus rapidement possible, parce qu'il nous parle de la même chose, quelle attitude avoir face à la mort. Jusqu'où doit-on se soumettre à un oppresseur pour sauver sa petite vie, et jusqu'où doit-on résister et dire non, quitte à mourir. Le héros de l'état de siège, de Camus, met en échec la peste le jour où il dit « Ma vie n'est rien, ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie, je ne suis pas un chien ». Merci Christophe Barbier. Je rappelle le titre de votre livre, Les tyrannies de l'épidémie chez Fayard. Merci à Dominique Régnier et à Richard Licia d'avoir participé à ce 4 quarts politique qui prend fin. C'était donc votre émission du dimanche matin, émission hebdomadaire. Je vous dis bon dimanche et prenez soin de vous.